On va commencer, je crois que c'est le troisième débat de l'après-midi. Donc, ce débat, nous sommes à l'initiative. Alors, nous, comme c'est indiqué sur le programme, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Nous sommes des partenaires de ce salon du livre depuis sa création. C'est le comité d'entreprise de DFGDF, donc c'est l'ACCS, la Caisse centrale des activités sociales au niveau national, et aussi localement la CFCS Nord-Pas-de-Calais, qui auparavant s'appelait Arras-Béthune. Donc nous avons toujours souhaité tous les ans, en plus donc, de notre partenariat, de notre participation au prix, et être un peu à l'initiative d'un échange, d'un débat sur différents thèmes. Là, donc, Colette Duplaisant nous a proposé que ce serait intéressant en fonction de la richesse et de la diversité des créateurs, des écrivains qui sont sur le salon, et aussi au niveau de ce titre, hein, ce n'est pas un salon qui est neutre, vous l'avez bien compris, donc dans l'expression populaire et de critique sociale, le niveau social a toute son importance, donc a proposé d'avoir cette rencontre interactive. Nous sommes tous trois bavards, mais on va vous laisser aussi la place. Donc avec François Bégodeau, voilà, c'est le jeune homme qui est ici à ma gauche, qui est notamment auteur de Deux singes ou ma vie politique. Donc vous avez peut-être voir au niveau des différents, au niveau du stand. Quelqu'un qui avait du mal à trouver la route, hein, me cahier, c'est bien, il est là. Donc c'est François Pusset, qui est notamment sur son bouquin À l'abri de l'éclat du monde. Et ici à ma droite, c'est celui que je connais le plus, le mieux, qui est Christian Langeois, puisque c'est un collègue de DFGDF. On a eu les mêmes responsabilités, lui au niveau de la CNCS de Caen. Donc c'était aussi un militant syndical. Il a travaillé aussi sur la CCAS et maintenant un peu la plume lui a manqué et il a notamment fait deux biographies, une de Marguerite Buffard. C'est un ouvrage très intéressant sur la résistance et sur ces obscurs qu'on a pu voir au niveau de la résistance et dont personne ne parlait, et c'est bien qu'il ait fait ce livre. Et puis aussi quelqu'un plus connu et qui gagne justement à être connu avec la biographie d'Henri Krasuki. Alors vous avez pu voir au niveau donc, du thème, quelle place pour l'engagement dans l'écriture et aussi où se place l'écrivain dans les débats de la société. Donc je vais peut-être faire déjà commencer à ce qu'ils se présentent nos trois intervenants et puis ensuite leur poser la question et essayer de répondre un petit peu à ces deux questions, cette double question qui est posée dans ce thème création et engagement. On peut commencer par toi, Mathieu. Alors, vous ne soyez pas surpris, hein, si je ne parle pas de toi, ça fait partie des traductions. Non, ça me va. Hein? Par contre, je vais répondre en patois vendéen, et là, vous serez hyper bien. Je vais répondre en patois vendéen. Ah non, ici, on t'invite chez les boyaux rouges en pierre artésienne. Non, ça, quand on ira en Vendée, tu nous parleras en Vendée. Vas-y. C'est une longue problématique, donc essayons d'être très très bref. Premièrement, je ne pense pas que les écrivains aient une expertise particulière, ou en tout cas seraient dépositaires d'une vérité particulière qui ferait qu'il faille se demander absolument comment ils pourraient s'engager dans le débat public davantage qu'on se le demande pour les boulangers ou pour les mécaniciens. Ça, c'est une première chose qui me paraît important de rappeler, parce que j'ai l'impression que dans l'imaginaire français, il y a quand même toujours cette idée que l'écrivain, c'est quelqu'un qui a spécifiquement quelque chose à nous dire sur les débats publics. J'en suis pas convaincu du tout. Et en plus, je ne pense pas que les écrivains soient une garantie, là je parle plus en tant qu'homme de gauche, d'une pertinence dans leurs interventions publiques. Sur l'engagement dans la littérature, ou dans l'art en général, je veux dire dans la littérature, ce qui me paraît moi le repoussoir absolu, c'est que ce soit une injonction. C'est-à-dire que vraiment, à partir du moment où un écrivain se sent enjoint à s'engager ou à produire des écrits qui auraient à voir avec la question sociale, avec la question politique, c'est très très mauvais signe. Ça, je pense que c'est des bases pas du tout bonnes, quoi.
En revanche, il se trouve, et moi c'est parfaitement mon cas, quand j'ai commencé à écrire, je ne me faisais pas à moi-même l'injonction d'écrire des choses engagées ou qu'aurait à voir avec la chose politique. En revanche, comme il se trouve que cette chose politique me travaille, me cuisine depuis longtemps, au même titre que plein d'autres choses, il se trouve que très naturellement, elle est venue se déposer dans quelques-uns de mes livres, incidemment, avant que je la prenne totalement à bras-le-corps et comme sujet dans le dernier qui s'appelle « De singe, ma vie politique », là, qui est carrément une autobiographie politique. Mais disons que au moment où j'ai écrit un livre par exemple sur Mick Jagger, je ne me disais pas je fais un livre engagé, mais simplement à un moment pour étudier le phénomène Stoss, et j'en suis arrivé à convoquer une grille presque marxiste en fait, pour une espèce de lecture marxiste des années 60 qui comment dire, essayait d'analyser les conditions de production qui avaient fait advenir les Rolling Stones. C'est un exemple parmi 500 que je pourrais donner. Mais voilà, pour moi, vraiment la question de l'engagement. J'aime pas beaucoup le mot, en fait, au bout du compte, engagement. Je pense qu'on est ou pas travaillé par la politique, et si on est vraiment travaillé par cette chose-là et qu'on fait des livres qui nous ressemblent, qu'on fait des livres sincères, eh bien, fatalement, à un moment, ils vont être question. C'est vraiment dans cet espace que je me situe. Alors, j'ai bien compris, mais pour que ça soit bien clair, il faut entendre le mot politique davantage dans le mot sociétal, c'est-à-dire de vivre avec tous les gens qui font la société. Évidemment, ce n'est pas simplement la relation au niveau de la politique incarnée par les partis, mais ça peut être par exemple les syndicats, ça peut être les associations, ça peut être tous les mouvements. Ça peut même être. Moi, c'est beaucoup plus large, quoi. C'est-à-dire que j'espère bien, avec tout le respect que j'ai pour les militants ou pour les institutions politiques et les structures, j'espère bien que la politique, c'est beaucoup plus vaste que tout ça. On est d'accord, c'est parce qu'on a souvent un niveau de la caricature, et souvent aujourd'hui, de réduire ce mot politique uniquement à l'image des partis politiques, alors que dans toute la société, c'est toute une intervention de tous les acteurs, et d'ailleurs ils sont tous, pour la bonne nombre, rassemblés, la plupart, ici, à ce salon. Alors on continue. Donc à mon tour, François Puzet. Qui n'est à ne pas confondre avec l'acteur. Mais donc c'est. Puzet. 2 S, voilà. Avec 2 S. Voilà, exactement. Donc oui, littérature et engagement. Je suis assez d'accord avec mon camarade Rigaudot. Effectivement, l'engagement, je me méfie moi aussi du mot, si c'est un devoir moral, une injonction. C'est un mot que le philosophe Jean-Paul Sartre avait rendu célèbre, cette théorie de l'écrivain engagé, théorie à laquelle on peut répondre que tout le monde est engagé, que vivre c'est être engagé sur un chemin, que ne pas choisir ou ne pas commenter ou ne pas s'impliquer, souvent ça revient à s'impliquer par la négative, que donc quoi qu'il arrive, l'artiste, comme effectivement toutes les professions, toutes les fonctions sociales, est engagé. On n'a rien dit une fois qu'on a dit ça. Alors là aussi, je pense qu'il faut une certaine modestie, c'est-à-dire qu'on vient après un long siècle d'écrivains engagés, plus ou moins sincères, plus ou moins cabotins, et de grandes théories de l'engagement dans des conflits autrement plus brûlants que ce qui a l'air d'être notre présent. Donc il faut rappeler que l'écrivain n'en sait pas plus, l'écrivain ou l'artiste, ou l'intellectuel d'ailleurs, n'en sait pas nécessairement plus que les autres, que c'est pas de lui qu'il faut attendre une vision d'ensemble, ou si on en reçoit une vision d'ensemble, elle risque d'être un peu autosuffisante, d'alimenter les conversations, les certitudes, mais pas d'agir, effectivement. Et pourtant, je pense que voilà, il y a des aspects plus ponctuels, plus précis, sur lesquels l'artiste ou l'écrivain a quelque chose à apporter. Moi, je dirais juste 2 choses rapides, qui sont peut-être des sujets qu'on peut développer ensuite avec mes 2 camarades. Une première chose, c'est des choses assez vagues, quasiment poétiques, mais qui ouvrent quand même la conversation. La première chose, c'est que je pense que là où l'écrivain peut faire œuvre utile en matière politique et sociale, c'est en montrant ce qui ne se voit pas. Et en ce sens, moi je me méfie toujours des romans qui se disent romans politiques, mais des romans historiques, des romans de science-fiction. C'est-à-dire des romans à thème politique. Un roman sur, je sais pas, une révolution, une élection. Parce que bien souvent,
un roman est plus politique, ou un livre de littérature, quel qu'il soit, est plus politique par sa langue, par son regard, par sa sensibilité, par de drôles d'aspects, que par son thème lui-même politique. Vous prenez une saison littéraire, regardez les livres et leurs thèmes, les livres les plus politiques ne sont pas nécessairement ceux qui parlent de politique. Et donc à cet égard, la sensibilité de l'écrivain a ça aussi pour objectif, c'est de saisir ce qui ne se voit pas. Je pense que l'écrivain est un chasseur de fantômes. Et que d'ailleurs, d'un point de vue politique, on vit actuellement une époque de fantômes. On vit depuis quelques décennies une époque de fantômes. Par exemple, il y a un fantôme, je le nomme tout de suite, comme ça on pourra en parler plus tard, qui est le fantôme du communisme ou de la révolution. Je l'appelle exprès fantôme, même s'il est plus présent que ça, plus vivant que ça, parce qu'officiellement il est mort. Si officiellement il est mort et pourtant il est vivant, ce statut de mort-vivant, c'est précisément la définition du fantôme. Et ce qui relève du fantôme, ce qui flotte dans l'air, ce qui n'est pas visible, aussi visible qu'un candidat, qu'une élection, qu'un président, ce qui est donc voilà, imperceptible, je pense que voilà, l'écrivain a peut-être des outils, des filets pour l'attraper. Donc voilà, moi c'est ça, j'enfonce sûrement une porte ouverte, mais il me semble que c'est plutôt en recherchant l'invisible, en percevant des atmosphères, en écoutant des fantômes, en inventant une façon de voir et de parler et d'écrire, qu'un écrivain peut s'engager, j'aime pas le mot, mais faire acte politique beaucoup plus qu'en parlant directement de la politique. On va continuer. On est occasion de revenir. Merci. Oui, enfin moi je suis assez en phase avec ce qu'il vient de te dire. En même temps, moi je suis né en 48, donc j'avais 20 ans en 68. J'étais prédisposé, de par ma génération, à l'engagement, ce que j'ai d'ailleurs vécu personnellement, ce que je vis personnellement, mais je dois dire que, effectivement, c'est pour cela que je suis d'accord avec certains propos, c'est que je ne me sens pas pour autant dépositaire de mon engagement pour faire le travail d'écriture que je fais. Alors, même si en même temps, je suis complètement imprégné du bonhomme que je suis pour faire le travail. Donc, il ne faut pas non plus se cacher la réalité. On diffuse un travail d'écriture sur la base de ce que l'on est, ne serait-ce, je vais dire, pour rendre par le plus évident, moi je fais un travail biographique, et passer 2 ans ou 3 ans avec un personnage, il faut que ce soit un personnage qui nous soit, enfin pour moi, si on n'est pas maso complètement, qui nous soit sympathique. Et le choix du personnage signifie une pente. Et moi, comme l'interrogation, et ça rejoint celle du communisme par exemple tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui donne sens à l'engagement du XXe siècle de génération de mes parents, de mes grands-parents, qui peut être une interrogation complète pour des jeunes d'aujourd'hui. Ces gens-là, dans les années 30, ils ont fait ci, 36, ils sont allés en Espagne, ils ont été dans la résistance, ils ont risqué leur vie pour la Corée du Nord, parce que quand on présente à la télévision, c'est la Corée du Nord qui illustre le communisme. Donc, j'ai cette interrogation-là, mais je dois dire que mon but, et c'est une forme d'engagement, c'est d'essayer moi-même de répondre à la question comment on devient une femme engagée, parce que c'est le livre que j'ai fait Marguerite, ou un homme engagé, celui de Krasuti, ou celui que je suis en train de faire sur un groupe de déportés dans un camp qui est une mine de charbon d'Auschwitz. C'est des engagements différents, mais il y a toujours un noyau central. Et tout cela parce qu'en même temps, je ne pars pas de rien, donc on réfléchit à ces questions-là. Et bon, moi, je suis de près, je participe autant que possible à l'activité du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, le Métron, qui est d'ailleurs représenté dans le salon. Et bien après. Donc, c'est une question de l'illusion. Il n'y a pas d'illusion à se faire.
sur la trajectoire, le petit bébé il est comme ci, comme ça, dans telle condition sociologique, il va donc devenir un tel. Hein, donc, voilà. Bien. Est-ce que la salle, alors, je crois qu'ils ont répondu, en même temps ils ont posé des questions. Est-ce que la salle nous a envie de poser des questions? Allez-y, monsieur. Ma mémoire défaille parfois, mais si je me souviens bien de compte rendu d'articles que j'ai lus, monsieur Pusset, vous écrivez dans Politis, je crois. Oui, ça m'arrive. Et j'ai lu des comptes rendus dans lesquels vous donniez au public américain un aperçu des productions françaises actuelles. Je me trompe? J'ai écrit un livre sur la réception effectivement des philosophies françaises aux États-Unis. Excusez-moi pour toutes ces réticences, mais ma mémoire est un peu gondolante en ce moment. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est, compte tenu de ce que vous avez analysé de la littérature contemporaine et de ce que vous avez transmis au public américain, y a-t-il des formes d'engagement différentes? Y a-t-il du public américain une prise de distance, par exemple, à une littérature un peu trop sartrienne ou que sais-je? Donc c'est là-dessus que j'aimerais que vous nous éclairiez, s'il vous plaît. Bien sûr, volontiers. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, ça ne se passe pas du tout comme chez nous là-bas. Il n'y a pas de mythe de l'intellectuel comme phare de la pensée et de la société comme on a chez nous depuis au moins le 19e siècle. L'intellectuel des États-Unis est un spécialiste. Tout le monde est spécialiste là-bas de quelque chose. C'est une sorte d'ingénieur comme ça, de la pensée ou des engagements. D'abord, il est universitaire, c'est-à-dire qu'il y a presque plus d'intellectuels publics qui s'adressent à un large public. L'une des dernières figures qui ressemblerait à ça, c'est Noam Chomsky. Bon, voilà, mais il a quand même 85 ans. Et pour des raisons très concrètes, institutionnelles, liées aussi aux médias, il n'y a plus d'intellectuels publics. Il y a des intellectuels spécialisés aux États-Unis qui s'adressent à un public universitaire, qui s'adressent à des intellectuels en fait. Et le rôle, la fonction des intellectuels est plutôt jouée par des éditorialistes, des animateurs de télé, des gens moins sérieux, souvent plus idéologues. Voilà, donc il n'y a pas la même vénération qu'en France de cette fonction comme ça de l'écrivain engagé ou de l'intellectuel engagé. En même temps, ce que moi, mon travail là-dessus m'a appris, c'est que il faut s'intéresser à la circulation des textes et des œuvres et des discours, peut-être plus qu'à leur production. C'est-à-dire que c'est bien connu, mais un roman qui n'est pas lu à l'époque où il est écrit peut s'avérer un grand succès 3 siècles plus tard, ou un traité de philosophie qui n'est pas lu par ses patriotes, être un immense succès qui change la société à 3000 km de là. Il y a des surprises, des malentendus, des différences de contexte, qui font qu'on ne lit pas, on ne reçoit pas les textes, les œuvres de la même façon, selon les époques et selon les cultures, même si les cultures françaises et américaines ne sont pas si éloignées. En tout cas, ça m'a... Disons que c'est intéressant parce que ça oriente un peu cette discussion. C'est-à-dire ce qui compte, je trouve, ce sont plus les effets possibles de nos lectures, des textes, la réception, qui est une question collective, parce qu'on lit tous ensemble. Même si l'acte lui-même de lecture est solitaire. Ça compte plus que de s'interroger à l'infini sur l'auteur, le génie de l'auteur, la genèse, d'où ça vient. Moi, ça m'a donné ce réflexe de m'intéresser à ce qui se passe, on va dire, en aval et non en amont, ce qui rend un petit peu plus optimiste, parce qu'on peut comme ça déterrer des pépites dans l'histoire de la pensée et de l'écriture. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, vous avez raison, ça ne se passe pas de la même façon des deux côtés de l'Atlantique. Bien, d'autres questions? Alors, ils ont tout à l'heure, j'ai noté, je ne peux pas les appeler François Ier, François II, parce qu'ils sont tous les deux François, puis maintenant on a un pape, alors donc ils s'appellent François.
Bien, donc François Desgodeaux, il a dit tout à l'heure, l'écrivain, il n'a pas d'expertise particulière, il n'a pas d'injonction politique, c'est une vraie question. Et ensuite, François a dit aussi QC, il a dit peut-être qu'on est utile pour montrer ce qui ne se voit pas. Alors, souvent il y a aussi les journalistes pour montrer ce qui ne se voit pas. Il y a aussi un peu le regard d'un écrivain et la différence avec un journaliste. Allez-y, hein, d'autres. Oui, vas-y, ma grande. Moi, je voulais savoir, les deux François ont dit qu'ils n'aimaient pas le mot engagement. Et, je voulais savoir pourquoi. N'hésite pas à mettre du son. Je crois qu'il y a deux choses. C'est-à-dire que je pense que François et moi, j'ai l'impression que là-dessus je peux parler au nom des deux. On se méfie du croisement, enfin de cette notion appliquée à l'art et à la littérature, puisque c'est en gros ça notre travail, philosophie ou littérature. Voilà, parce que d'abord il y a tout un passif quand même de cette rencontre entre l'engagement et l'art, passif qui irait, je résumerais par 2 degrés de gravité, enfin des échelles diverses. Le pire étant évidemment les écrivains qui sont devenus des propagandistes en se mettant au service d'une cause et qui ont tout perdu. Ils y ont perdu en clairvoyance politique et également en talent. Par moments dans leur vie, puis après ils sont revenus. Enfin bon, je pense que tout le monde a des exemples en tête pour telle ou telle cause. Le plus sournois étant quelque chose que moi je constate beaucoup que j'ai beaucoup constaté comme critique de cinéma par exemple, à savoir que les films qui se donnaient comme ça un horizon militant ou d'engagement n'étaient pas forcément les meilleurs. C'est-à-dire que j'avais un moment, je trouvais, enfin je pourrais prendre plein d'exemples. Je pense que par exemple Ken Loach, qui est sans doute le meilleur cinéaste militant du monde, serait encore meilleur cinéaste s'il ne s'astreignait pas à chaque film à vouloir démontrer quelque chose, par exemple. Donc tout dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de l'art, je me méfie de l'engagement. Si on se place du point de vue de la cause, du militantisme, de l'émancipation politique, alors oui, pourquoi pas, faisons feu de tout bois et instrumentalisons les œuvres pour répondre à bonne cause. Mais vraiment, ça dépend de quel point de vue on se place. Comme ici, on parle en tant qu'écrivain, je dirais que moi, en tant qu'écrivain, j'essaie autant que possible de ne pas m'astreindre à vouloir absolument démontrer quelque chose qui irait dans mon sens. J'aime pas beaucoup la phrase cliché qui consiste à dire qu'un écrivain fait des livres avec des questions et pas des réponses. Je trouve que c'est un peu un cliché et un peu facile. Parce qu'on fait aussi des livres quand on a des intuitions, quand on a non pas tant des certitudes que quelque chose de l'ordre d'un sentiment d'une vérité. Donc ce serait mensonger de dire qu'on fait un livre avec des questions. Cela dit, moi je n'ai qu'un dieu quand j'écris, c'est la complexité. Et on sait bien que, c'est-à-dire que pour moi, la politique d'un auteur, sa seule politique, c'est de rendre justice à la complexité d'un sujet, ou à la multiplicité de ce qu'il est en train de raconter. Or, on sait bien que quand on s'engage, il faut absolument à un moment ou à un autre passer par une forme de simplification. Si vous voulez, si par exemple je décide de soutenir des clandestins ou des sans-papiers, au moment où je le fais, je résous le problème. Je considère que la justice, c'est de faire ça. Donc je simplifie ma pensée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire, hein, sauf que il m'est arrivé de le faire. Donc j'ai tendance plutôt à être de ce côté-là, politiquement. En revanche, si demain j'écris un livre sur des parcours migratoires, sur des vies de clandestins, je pense que j'essaierai de restituer la complexité du sujet, la complexité de ces vies aussi, peut-être les contradictions de leur propre motivation, peut-être aussi de casser quelque chose qui m'énerve beaucoup, par exemple dans la représentation du clandestin au cinéma. Je parle du cinéma parce que je le connais bien en tant que critique de cinéma. C'est-à-dire que le clandestin au cinéma, dans le cinéma français, est toujours sympa. C'est ce qui est terrible quand on y pense, parce que ça voudrait dire qu'un clandestin, on le sauve, on est de son côté quand il est sympa. C'est pas vrai, moi je suis aussi du côté des clandestins méchants. C'est en tant que clandestin que leur cause m'intéresse. Or, si vous regardez un film comme Welcome, par exemple, qui a été tourné pas loin d'ici, le clandestin est sympa. Et donc, si moi j'écrivais demain quelque chose, je pense que j'essaierais au moins de dresser un portrait d'un clandestin, par exemple, qui serait un peu plus complexe que celui-là et qui serait un peu moins subordonné à l'intention de vouloir absolument faire pleurer Madeleine sur ma cause.
J'irais tout à fait dans le sens de... Si c'est possible. J'irais tout à fait dans le sens de François Bégodeau. Simplement, effectivement, il y a d'une part l'engagement personnel, et là, tout le monde est concerné, c'est-à-dire que pour moi le mythe, l'exemple de ça, c'est la vieille histoire de Henry David Thoreau aux États-Unis, c'est-à-dire je refuse de payer mes impôts parce que je ne suis pas d'accord avec la guerre qui a lieu, donc la justice et la loi tout à coup ne sont pas en accord, donc mon sentiment de justice m'oblige intérieurement à enfreindre la loi. Là, on s'engage tous, à titre personnel. La différence avec l'écrivain ou l'artiste, c'est que comme il s'adresse à un plus large public, effectivement, il peut se mettre du côté d'une cause, et là, donc, il risque, le risque principal qui explique notre méfiance, je crois, la méfiance de notre génération, c'est qu'il risque à ce moment-là de confisquer la parole de ceux au nom de qui il parle, que ce soit les sans-papiers, les ouvriers, les opprimés de quelque nature que ce soit. Et ça, c'est vraiment parce qu'il y a une longue histoire. Hein. C'est un problème que Lénine avait théorisé. C'est un peu de sa faute, on va dire. Le rôle de l'intellectuel dans la théorie léniniste, c'est ça. C'est parler à la place de. Attention, il y a danger à parler à la place d'eux. Il vaut mieux, je crois, qu'une fonction précieuse et beaucoup plus concrète de l'écrivain ou de l'intellectuel, c'est de donner la parole plutôt que de la représenter ou de la prendre. Oui. Oui, vas-y. Il y a aussi danger à ne pas dire. Alors, parce qu'on sort d'un siècle, d'une époque où effectivement la parole de l'intellectuel était importante, de l'artiste. Les malentendants entendent mal l'expression. Il faut prendre un micro dans la salle. C'est assez long. On va essayer. Je vous confisque un micro. C'est pas grave. Moi, monsieur va m'entendre, je suis sûr. Oui, on sort et moi j'ai grandi dans cette fin de siècle-là, où la parole de l'intellectuel était importante, parce qu'il avait effectivement son œuvre, l'artiste, et en même temps, quand il s'exprimait, c'était plus qu'un citoyen qui s'exprimait, c'était un citoyen qui était connu, reconnu, et dont le poids de la parole n'était pas le même que celui, même si on peut regarder ça, mais en même temps, là il y avait un engagement, il y avait aussi, je trouve moi, je pense, un courage intellectuel à dire les choses. Bon, alors après, effectivement, quelle que soit la cause, les sans-papiers, quand un intellectuel dit quelque chose, aujourd'hui on ne les entend plus, je regrette qu'on ne les entende plus, c'était aussi important, même si ce n'était pas un parti pris, pour moi ce n'était pas un parti pris, mais c'était aussi un engagement aux côtés d'eux et sur quelque chose qui pouvait aussi grandir et faire avancer en tout cas la réflexion des citoyens. Voilà. Et ça aujourd'hui on n'a plus, on est passé à autre chose, je trouve. C'est-à-dire parce que ça serait différent, on n'est pas d'accord, mais moi, ce silence des intellectuels, je trouve un peu assourdissant. Voilà. Pour moi, ça me manque dans ce qu'on a dit, dans ce qui vient d'être dit, dans ce qu'on a vécu, en tout cas entre 50 et la fin du siècle. C'est autant un brouhaha qu'un silence. Ils sont très très nombreux à s'exprimer dans un consensus relatif sur l'horreur de notre temps, et c'est plutôt ça qui fait qu'on n'entend plus rien. Tout le monde est d'accord. Enfin, je ne suis pas d'accord avec le silence des intellectuels. L'intellectuel est aussi collectif, c'est ça dont on parle là, je pense. Il n'y a pas seulement les gens désignés comme tels. Oui, mais aujourd'hui, c'est des forts de... Attendez, arrêtez de faire... Non, mais je vais juste dire un tout petit truc. Et je suis d'accord avec François sur le fait que moi me frappe au contraire, à l'inverse, comme on entend beaucoup d'intellectuels s'exprimer. D'ailleurs, pas forcément, oui, il y a une forme de pensée unique, tout ça, quand même majoritaire, mais bon. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est à la fois ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au nom de quoi, finalement, l'intellectuel s'exprimerait plutôt qu'un autre? Au nom de quoi? C'est-à-dire, est-ce que d'avoir une certaine, comment dire,
un certain talent artisanal à bricoler de la philosophie, par exemple, vous rend légitime à parler plutôt qu'un autre, plutôt que ma coiffeuse? C'est une question vraiment, hein, pour de vrai. Et alors un écrivain ou n'importe quoi. C'est vraiment une vraie question. Et la deuxième perplexité que j'ai par rapport à ça, c'est que on aime bien l'idée qu'un intellectuel s'exprime quand il est d'accord avec nous. C'est-à-dire c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est bien quand... Enfin, moi je suis toujours très très content d'entendre Jacques Rancière aller de temps en temps à la télévision et même à la radio et puis s'exprimer un peu plus publiquement et avoir maintenant un peu plus un auditoire un tout petit peu plus large qu'il y a 10-15 ans, même si ça reste très très... Je suis très content, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit ou presque. Mais il se trouve que quand c'est Alain Finkielkraut ou Bernard-Henri Lévy, je suis un peu moins content. L'intellectuel, cette espèce de race très française, je dirais, hein, qui est apparue, dit-on, au moment de l'affaire Dreyfus, c'est quelqu'un qui, comment dire, légitimé par le savoir qu'on lui attribue ou la qualité de pensée qu'on lui attribue, à tort ou à raison, va intervenir sur la place publique sur un certain nombre de sujets. Bon, bah, celui qui incarne vraiment, mais exemplairement cette figure-là, mais vraiment cette tradition de Picpoul, c'est Bernard-Henri Lévy. Vraiment. Et là, il se trouve, j'ai l'intuition, monsieur, que quand vous écoutez Bernard-Henri Lévy parler à la télé, vous vous dites pas, c'est bien, il y a des intellectuels qui s'expriment. Au moins, c'est comme non. Donc, si vous voulez, moi, j'attends pas grand-chose des intellectuels, je les lis, il y en a que j'aime, d'autres que j'aime moins, certains qui m'aident à penser, d'autres un peu moins. Leur intervention publique, franchement, c'est quelque chose de très... Ou alors, vraiment, la mettre dans le même package que les chanteurs ou autres, c'est-à-dire ces gens qui se servent de leur notoriété pour s'associer à un certain nombre de causes. Mais pour moi, c'est finalement assez kiff-kiff quand Josiane Balasco s'engage aux côtés des mal-logés ou des sans-papiers. Bon, oui, finalement, elle n'est pas du tout intellectuelle, elle ne se prévaut pas du tout de ce titre-là. Et pour autant, je pense qu'elle a comme ça cette capacité à donner un écho à des causes qui, par ailleurs, seraient un tout petit peu oubliées. Dans ce cas, pourquoi pas se servir de cette autorité. Vous voulez être court, hein? Oui, non, c'est pas le... Mais il y a les questions... Par rapport à ça, il y a quand même une évolution de la citoyenneté, un rapport au savoir différent aujourd'hui qu'il a été dans des générations précédentes, et je ne sais pas s'il y a le même besoin chez les gens d'avoir des porte-voix qui soient absolument des gens qui savent, hein, je ne sais plus comment il intervient là-dessus, des gens qui savent et qui peuvent éclairer les autres. C'est aussi, je pense que la société a évolué par rapport à ça, et qu'aujourd'hui la fonction n'est pas en lien avec le savoir, elle est en lien avec l'espace médiatique qu'on laisse à un certain nombre de personnes. Et pour moi, le sujet qui m'intéresse, l'histoire, par exemple, c'est on regarde la télévision ou la grande presse, les revues qui se diffusent le plus, qui sont bien empiles dans les stocks, dans les gares, c'est un peu toujours les mêmes. Alors qu'il y a des dizaines de jeunes chercheurs ou de jeunes doctorants ou, qui ont acquis une expertise dans un domaine donné et qui pourrait être utile pour la réflexion pour que chacun se construise son point de vue, pour ne pas utiliser une formule, et qui ne sont pas diffusés parce que l'espace est quand même accaparé par quelques-uns, sauf aller au fond de certains journaux, sauf aller à certaines émissions du service public, c'est pas toujours évident. Mais moi, il y a un mot que j'ai retenu, c'est la question de la complexité. C'est que quand même, le pouvoir qui est donné à un moment à quelqu'un qui a le droit d'écrire et d'être publié, parce que c'est quand même un sacré... je parle même pas du cinéma, mais c'est quand même un sacré privilège aujourd'hui, hein, quand on voit la difficulté que ça présente et entendu. Je pense pas que ça doit être dilapidé non plus que ça soit simplement des actes militants. Les actes militants, c'est une chose, il y a un espace de la société pour ça. Et puis, il y a de la création, le mot est fort, mais de la création, de la production de réflexion qui doit être accessible au plus grand nombre de personnes. Et moi, pour compléter ce que j'avais dit précédemment, ma vie de militant syndicaliste, politique, m'a permis de côtoyer des centaines, sinon des milliers d'hommes, de femmes complètement anonymes. Et j'ai envie, au moment où j'ai conquis mon indépendance, quand je dis mon indépendance, je dis
compte à rendre à personne, je suis retraité, j'ai ma retraite d'écrire ce que je veux, et ça c'est, je parle de privilège tout de suite, c'est pas rien, de ne pas avoir de compte à rendre, y compris sur le plan idéologique, parce que quand on est engagé, ça a été un peu dit, mais on ne va pas aller passer son temps, le peu de temps qu'on a à trahir sa cause, comme on dit. Hein. Si c'est passé 2 minutes à la radio pour taper sur... au nom d'une certaine objectivité, de taper contre son camp, je pense que personne n'a envie de le faire. Mais par contre, aborder, j'en finis par là, je vais commencer par là, la complexité d'un homme, d'une femme, du passé, c'est-à-dire envers qui on est complètement libre, je pense que, bon, c'est un plaisir de le faire, et puis c'est aussi, c'est un rôle social, c'est un rôle social. Et tout en étant un écrivain et pas tomber dans le journalisme. Bah oui, historien. Oui, justement, moi c'était un peu ma question par rapport à ça. Moi c'est ce que je pense par rapport à ça, donc je voudrais avoir votre avis. Je veux dire que l'engagement dans l'écriture, je pense que c'est un choix. Parce que comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, on peut être catalogué, si on est dans un engagement d'écriture, notamment sur tout ce qui est social. À partir de ce moment-là, effectivement, on peut être catalogué, celui-là, oui, il est toujours dans l'engagement social et tout, mais sincèrement, moi, comme je le redis, c'est l'engagement dans l'écriture, même si c'est dans la littérature, pour moi, c'est un choix. Après, voilà, il y a le risque, effectivement, d'être catalogué. Vous avez parlé de musique tout à l'heure, je suis moi-même artiste, hein, donc je vais dire je suis engagé dans mes chansons. Effectivement, je dis ce que j'ai à dire sur un certain nombre de choses. Je sais que ça me ferme plein de portes, vous voyez. Alors, ma question est de savoir, est-ce que, je vous pose franchement la question, est-ce que les écrivains ont peur de s'engager, hein, et par rapport justement à ça, au fait d'être catalogués dans une cage, on dit tiens ceux-là, et moi je ne les veux pas dans la radio, parce que moi je préfère avoir Bernard-Henri Lévy qui est très people sur tel ou tel, mais celui-là j'en veux pas parce que celui-là il est trop revendicatif, il est trop engagé dans son écriture, et j'en veux pas. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on est vraiment engagé dans son écriture, eh bien, on se ferme plein de portes. Alors, le choix, moi je voulais vous poser si c'était pas le fait d'être engagé en écriture, un choix de l'écrivain, de l'être, de ne pas l'être. Oui, alors, moi je vais peut-être aussi reposer une question en fonction de notre vécu. Parce que j'ai bien entendu tout à l'heure que l'écrivain, au nom de qui il parle. Effectivement, moi je partage tout à fait, l'écrivain, il n'est pas le porte-parole des gens qu'il côtoie. Mais par contre, de par la maîtrise qu'il a des mots, du langage, il peut justement y aller mettre en musique, tout en étant de la création, ce que pensent les gens. Et moi je sais qu'en tant que responsable de comité d'entreprise, on a d'excellents souvenirs où un écrivain en résidence a côtoyé des salariés qui étaient en pleine reconversion, et il a créé, je dis bien, il a créé une œuvre. Il n'a pas été le journaliste, il n'a pas été le porte-parole au niveau des gens, mais il a créé avec ses mots. Et le jour où on a restitué un peu son travail, je ne vais pas dire restitué son travail, il y a eu une lecture. Et les collègues qui étaient à côté de moi, la remarque, et ça veut dire qu'on a touché, une remarque qui a été faite en disant « Ah, si je pouvais lire aussi bien, aussi nettement que j'ai entendu au niveau des mots. » Ça veut dire que toute la compréhension au niveau de l'écrit par rapport à ce que j'ai entendu. Donc, on était là, typique dans un exemple d'une création. Alors, on peut dire dans une commande, mais j'aime pas trop le commande parce que moi, je pense que l'écrivain, à l'inverse du journaliste, il a sa création. Et bien entendu, il se doit d'être fidèle à ce pourquoi il a eu la commande, mais il crée parce que justement, il est un artiste, parce qu'il a cette maîtrise au niveau des mots ou autre. Et c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui. Or, je pense que dans le monde du travail en général, tout ça, on en manque.
on manque un peu de ça, de ces engagements au niveau d'écrivain. Alors à partir de là, on a pu voir que des livres ont été portés, on fait des séries télévisées ou autres, mais c'est un petit peu cette parole, cette parole que les gens n'arrivent pas trop à traduire, et puis l'écrivain, il le met en scène. On a l'exemple ici dans la région avec ce qu'on fait avec Ricardo Monserrat et sa série au niveau des 5 bouquins. C'est une véritable création, c'est un polar. Bon, bien sûr, il puise, il se nourrit à travers tout ce qu'on peut lui donner, mais c'est une création. Donc c'est une création avec aussi un engagement. Alors qui répond à la... Oui, effectivement, en vous écoutant, je pensais à un exemple qui a compté pour moi, parce que j'ai écrit un petit essai comme des centaines d'autres personnes sur le sujet le plus rebattu des 50 dernières années, qui est mai 68, où j'étais pas né, je précise, et je n'en pouvais plus de lire, une fois, des dizaines d'essais où chaque intellectuel, chaque voix singulière, chaque petit égo donnait son interprétation pour dénoncer, pour célébrer, pour dire c'était génial, pour dire c'est fini, etc. Et tout à coup, je suis tombé sur un bouquin absolument unique, mais différent des... Vraiment, je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a 5 à 600 titres sur le 68. Il y en a un qui s'appelle « Des révolutionnaires dans un village parisien », par un sociologue dont j'ai même oublié le nom. Qu'est-ce qu'il fait? Il a été interrogé plusieurs centaines de personnes sur leur rôle dans 68 et surtout, bien sûr, l'essentiel, sur le reflux de tout ça, sur comment ils ont survécu aux 10-15 ans qui ont suivi, à la dépression, au désenchantement. On entendait des voix qui n'étaient pas celles d'un auteur qui se part à la place. Alors, ça va exactement dans le sens de votre, Est-ce qu'il a créé de votre exemple. Oui, alors après, voilà, j'ajoute à ça quand même deux petits bémols, parce que sinon, effectivement, à ce moment-là, il suffit de placer un micro. Et si on place un micro, où est le créateur? J'ajouterai deux petits bémols. Un, c'est qu'il s'agit de restituer la parole. Ça serait une vraie fonction, une compétence de l'écrivain, de celui qui connaît les mots, mais aussi de destituer la parole. Parce que je crois qu'une vraie compétence syntaxique, sémantique, intellectuelle de l'écrivain ou de l'intello, c'est de déconstruire le discours officiel. C'est pas seulement prendre le micro à la parole démocratique. C'est aussi et ça, c'est ça que j'appelle l'invisible. C'est-à-dire qu'on prend pour des évidences presque naturelles ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on entend partout. Là, il faut décentrer tout ça, il faut apprendre à s'en méfier et à voir là où il y a compris. Et l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'ajoute le créateur à ces paroles qu'il restitue, qu'il destitue, et qui fait la singularité. Ça, c'est une question à la limite sans réponse, mais moi, en vous entendant là tout à l'heure, je pensais aussi que la raison pour laquelle l'intellectuel d'aujourd'hui nous frustre, vous disiez on n'entend pas, et c'était, nous on dit on entend trop, en fait on dit pareil, c'est parce que ce qu'on entend ne nous satisfait pas, quand même, globalement. Peu, pas assez. Sans compter effectivement que l'espace de la parole n'est pas démocratique. Il y a ceux qu'on entend, puis il y a ceux qu'on ne peut pas entendre. Mais la situation a complètement changé par rapport à il y a quelques décennies. Il y a quelques décennies, il y avait ce que certains appellent les grands récits. Il y avait des grands récits qui organisaient la signification générale. Alors il y en avait deux principaux qui étaient en conflit, c'était la guerre froide, il y avait le récit communiste et le récit libéral, disons, qui étaient très organisés, ils avaient quelques atypiques, quelques hétérodoxes, en gros c'était deux religions, qui finalement bouclaient la boucle, qui proposaient un sens complet. Ces deux récits s'étant cassés la gueule au plan du récit, c'est-à-dire de l'organisation interne, de la structure interne, et même si on essaye de les reconstruire, chacun de part et d'autre, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus de grands récits, donc on a une période d'incertitude, la fonction d'intellectuel du coup est remise en question. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Alors du coup, il y a une fonction plus modeste, effectivement, qui consiste à tendre le micro, à casser les mensonges officiels, à expliquer ce qui ne se voit pas, et non pas le grand prêtre des idéologies d'autrefois, puisque celles-ci se sont cassées la gueule. Bien sûr, évidemment. Oui, en fait, il est là, c'est parce que je voulais poser une question. Voilà. La personne qui parle. Allez-y. Chez vous, madame. Vous voulez parler? Allez-y. Essayez, on n'a pas beaucoup de temps, essayez d'être court dans vos questions.
Mais François y a un petit peu répondu, c'était depuis le début on mélange, je trouve, en tout cas, intellectuel, ça ne veut pas dire grand-chose, on parle de romancier, on parle de scientifique, je pense notamment à la sociologie qui s'est construite avec des méthodes scientifiques, voilà, alors après, ils y arrivent pas en fonction de leur méthode, et c'est pour ça que la notion de création, elle est, je pense, très importante à ajouter. Quand Bourdieu écrit La misère du monde, il relate, après avoir écrit des théories, il ne laissait plus de place au témoignage dans ses livres. La misère du monde, il ne fait que relater voilà, le propos, on en pense, on peut en discuter des heures. Donc, quand la coiffeuse a la légitimité de parler, parfois même quand il y a des récits de gens, des récits personnels, c'est plus passionnant qu'un livre engagé, d'auteur engagé. Moi, je ne pourrais pas me passer d'une montée en généralité, de quelqu'un qui se fixe des méthodes pour essayer de tendre vers une objectivité. Et le sociologue n'est pas un militant, ils s'en défendent, voilà. Le choix du sujet peut l'être à la base, mais finalement la méthode doit empêcher cette tendance vers l'engagement. Qui se saisit de ces matériaux sociologiques après ou pour écrire une fiction et on est romancier, ou alors un pamphlet ou un essai, et là on devient effectivement militant et on se bat pour une cause. Mais sur voilà, si vous pouviez juste donner votre vision entre l'intellectuel scientifique et puis l'intellectuel romancier, et puis questionner cette notion d'intellectuel romancier qui, moi, me pose vraiment question. Allez, on va laisser à madame, comme ça ils feront la réponse sur les deux. On va synthétiser, gagner du temps. Voilà madame. Allez-y. Bonjour. Donc, moi je vais simplement dire, écrire, c'est une lumière, c'est comme une lumière, et l'auteur, donc, il va être comme un faisceau de lumière. Et la lumière de l'écriture va tendre vers ce faisceau de lumière jusqu'au moment où il y aura une jonction avec l'écriture et la lumière sera donc, voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est d'une façon de voir, parce que j'écris des recueils de textes poétiques, et moi j'écris dans ce sens en fait. Je ne vais pas au-delà, comme vous dites, vers tout ce qui est un univers politique, mais bon, j'ai la notion de flamme et d'âme qui se pose sur un concours de lumière, je dirais, et qui je crois qu'ils ont bien compris. Allons-y. Moi j'ai écrit 14 livres, j'ai jamais été traversé par la lumière, j'aurais pas de chance. Mais ça va venir, je sens que... Mais avec le prénom que tu as, tu sais, c'est maintenant... Non, en plus on pourrait très bien aller... Enfin je veux dire, on pourrait... Je me sens que c'est Kundera, qui est pourtant pas une référence pour moi, qui disait « La littérature a pour fonction de remettre du brouillard là où tout est clair ». Donc vous voyez, on pourrait avoir... Au supermarché des grandes généralités sur ce que pourrait être la fonction de la littérature, je crois qu'on trouvera toujours une chose et son contraire. Sur les intellectuels, pour compléter ce que disait François et ce que vous disiez aussi, c'est vrai que moi j'ai l'impression que ce dont on manque sur la scène politique, et je vais venir à ce que vous disiez, c'est vraiment des récits. C'est des récits. C'est-à-dire, c'est des parcours subjectifs dans le réel. Vraiment, on en manque dans le débat politique qui est perclus et saturés de généralités qui nous tuent. Alors, je pense que les généralités, elles sont en ce moment du côté de la réaction. On pourrait même presque dire qu'une généralité est toujours réactionnaire, mais ça vous en est un loin. Donc, contre quoi, vraiment, dans la scène politique, j'ai vraiment moins besoin de récits. D'ailleurs, j'ai l'impression que les récits abolissent aussi tout un tas de généralités, mais vraiment en peu de choses. Voilà, vous pouvez avoir des grandes théories sur les immigrés qui sont intégrables ou pas, raconter un parcours migratoire. Un seul. À chaque fois, ça marche. Et je ne dis pas que ça désarme les gens qui seraient très très remontés contre les immigrés, mais quand même, dans le temps même du récit, ils font moins les malins, je dirais. Donc oui, moins de récit. Et là, je crois qu'effectivement, l'écrivain, le romancier, là, il peut apporter quelque chose à ça. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas qu'il veuille le faire, il ne faut pas qu'il le fasse pour servir la cause, mais moi, c'est vrai que, par exemple, j'ai écrit un recueil de récits sur des femmes enceintes, qui me racontaient des séquences de maternité, je dirais, a priori sujet non politique, même si évidemment qu'au bout du compte on y vient. Et j'ai eu l'impression de faire un livre très politique, parce que malgré moi, c'était là que j'avais l'impression qu'en entendant ces femmes, dont j'ai essayé de restituer la parole après en agençant les choses et en constituant du récit, j'avais l'impression que finalement ça
ça cassait tout un tas de généralités sur le genre, sur la sexuation, sur les femmes sont ceci, les femmes sont cela, les femmes ont la grossesse en elles alors que les hommes un peu moins, etc. Enfin, autant de choses, etc. Et là, je vois, en faisant récit, j'avais l'impression de faire de la politique finalement, bien que je ne le voulais pas. Moi, j'aurais une petite nuance sur la création. Ah, bien sûr. Mais de toute façon, moi, je pense qu'à partir du moment où vous saisissez... Moi, la question ne me travaille pas plus que ça, parce que vous entendez un témoin vous dire quelque chose, et après, vous le saisissez dans votre phrase. Et votre phrase, elle n'ajoute rien comme élément à ce qui vous a été dit. Et simplement, vous le saisissez dans une phrase. Et cette saisie-là, pour moi, c'est ce que j'appelle la littérature. Donc, finalement, création, pas création, c'est saisi. Puis après, les lecteurs jugeront si c'est une phrase qui est intéressante ou pas. Moi, où je me méfie un tout petit peu de ce qu'auraient à nous dire les sociologues. Je veux dire, moi, ça m'intéresse la sociologie, bien sûr, et on en manque aussi de sociologie, probablement dans le débat public. Mais vous disiez, finalement, ça vous paraîtrait presque lacunaire et incomplet s'il n'y a pas un moment où on passe à la case objectivité universelle, quoi. Et c'est un petit peu... Je caricature la position, mais je pense que c'était pas loin de ça quand même. C'est qu'il y a quand même un moment, il faut que ça atteigne à quelque chose qui serait de l'ordre de l'objectivité. Vous avez de l'objectivité. Et ben moi, je crois pas. Je suis pas sûr que à partir du moment où, de nouveau, on s'embarrasse de ces boulets qui s'appellent l'universel, l'objectivité et une position qui serait scientifique. Je ne crois pas beaucoup à la position scientifique en politique, par ailleurs. Je ne pense pas qu'elle puisse être opératoire. Et d'ailleurs, on voit bien Bourdieu, c'est très intéressant, parce qu'il y a quand même un moment où il rêve que sa science pourrait être mise au service d'eux, et en même temps, on pourrait très bien dire qu'elle est très contre-productive par rapport à la cause. Par exemple, Bourdieu pourrait très bien dire que c'est totalement déprimant par rapport à l'histoire de l'émancipation. Puisqu'il a tellement embriagé, je dis ça avec le respect immense que j'ai pour lui, qu'il y a quand même un moment... Enfin, moi, ça m'a jamais étonné de voir à quel point Bourdieu a fini mélancolique, par exemple. Bourdieu a fini un penseur mélancolique, alors que lui était plutôt... une espèce de volontarisme, on va y arriver tous ensemble. Ben oui, mais c'est pas étonnant parce qu'il a passé son temps à constituer scientifiquement une sorte de léviathan terrible qui s'appelle le socius, quoi, la société, et qui désarmait quand même pas mal de pulsions d'émancipation. Enfin, j'en ai trop dit. Désolé d'être un peu... Encore une petite remarque très courte et puis peut-être encore une question. Je ne vois pas le... Moi, la remarque, c'est par rapport au récit. Passé déjà l'heure. Par rapport au récit, moi, je travaille sur des récits de vie où, justement, la question, c'est de contredire l'idée de déterminisme, en fait. Hein, parce qu'il y a une masse de gens, et puis il y en a qui passent là-dedans et qui deviennent... Et donc, faut à la fois s'appuyer sur le contexte, bien entendu. Hein. On est un jeune immigré qui arrive... Aujourd'hui, on a peu de chance d'avoir exactement la même vie que celui qui naît en France. Mais, et donc, quand on va parler de sa vie, il va falloir le mettre de temps en temps pour éclairer le lecteur. Excusez-moi du mot éclairer, parce que je le conteste par ailleurs, mais pour que la personne qui vous lit comprenne quelque chose de tout ça. Mais en même temps, à chaque fois, quand je parle des questions de création, parce que c'était quand même dans l'ordre du... c'est, on vient déjà voir la restitution de la parole du témoin, mais celui qui écrit, qui en fait un livre, c'est comme la salle de montage au cinéma. Hein. C'est une succession, une accumulation de choix dans un témoignage, de choix dans un récit. Si c'est une vie, on peut pas rêver d'une vie dans l'absolu qu'on va décrire, d'une biographie. Donc, faut découper là-dedans, trancher là-dedans, et c'est qui va faire le débat. Hein, le débat, parce que si on faisait un débat ici sur Henri Krasuki, avec des gens qui ont lu le livre, il y aurait autant d'avis qu'il y a de gens en disant oui, mais vous avez parlé trop de ci et pas de ça, de ci et ça. Et donc, parce que chacun a sa vision d'un personnage quand il est connu, c'est pas pour rien qu'il y a des milliers de livres sur De Gaulle, sur des centaines sur Mitterrand, ou sur des personnages importants que beaucoup de gens ont connus. Et parce qu'à chaque fois, c'est une création. Alors, on peut peut-être encore prendre une question avec deux, parce que je vois quelle heure il est. On m'a dit qu'il faut que ce soit ponctuel. Il est 17h. Oui, allez-y, madame. Passez-vous le micro, là, s'il vous plaît. Oui, d'accord. J'ai bien aimé ce que vous avez dit sur le migrant, et j'ai l'impression d'être pas intellectuelle du tout. J'ai une action très précise d'aide au niveau des migrants à Calais. Et c'est vrai que je ne me suis jamais interrogée. Il y a des personnes à qui je le dis,
oui, je fais ceci, il y a des personnes, je ne le dis pas parce que je sais qu'il va y avoir une mauvaise réaction, pourquoi sont-ils là, etc., etc., etc. Donc, bon, cette action, je l'ai fait parce que il y a des gens qui sont à la rue. Mais attendez, madame, vous êtes écrivain? Non, absolument. Oui, non, mais là, oui, donc on n'est pas justement. Oui, non, mais c'est juste. On ne compare pas l'action, effectivement, d'un militant, la façon dont il reçoit par rapport au niveau de tout ça, et justement, là, on disait création et engagement. Hein, oui, mais j'ai. On se parle au niveau de l'écrivain, de la maîtrise de l'écriture, c'est bien ça que. Allez-y. Ah bon. Ah oui, parce que. Comment dire, non, il y a eu. Si vous me donnez votre récit en tant que militant par l'aide que vous avez au niveau des migrants, c'est comme si effectivement d'autres vont vous dire au niveau d'un syndicaliste comment il a fait pour accompagner quelqu'un au niveau droit. Et puis, non, parce que je vais vraiment simplifier et je vais arrêter. J'ai eu l'impression que je ne me questionnais pas intellectuellement parlant face à ce que je fais. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc je n'ai pas une formation littéraire du tout, et voilà. Et j'ai bien aimé parce que j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas trop s'interroger. Ou alors j'ai mal compris. Ou alors j'ai mal compris. Bon, il y a encore une réaction, monsieur le maire. Non, monsieur, il y avait une question tout à l'heure, une question sur le choix de l'engagement. Le choix de l'engagement, voilà, je vous le rappelle. Est-ce que ça fait un Moi j'ai l'impression, comme j'ai commencé par là tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on ne choisit pas de croiser de la politique dans ce qu'on fait. Moi j'ai fait du punk rock à un moment, donc voilà, pour se rapprocher d'une expérience, j'étais chanteur de punk rock, j'écrivais les textes. Je me sentais pas obligé, j'ai pas choisi l'engagement, j'aimais ce genre qui s'appelle punk rock, il se trouve que, accolé au punk rock, il y a quand même cette idée qu'on écrive des textes relativement, qui croisent des questions politiques, je préfère le dire comme ça plutôt. Mais c'est parce que j'aimais ça, j'aimais ces thématiques-là, elles me touchaient, je les trouvais pertinentes. Donc je crois pas, je ne sens pas quelqu'un dit est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas? Non, je fais une chanson sur tel sujet, et là, il se trouve que peut-être que la grille marxiste m'intéresse, elle est pertinente, donc je vais à un moment, le texte va à un moment prendre en charge ça. Et une chose qui me paraît un tout petit peu nuançable dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est très très payant d'être engagé en ce moment dans la sphère publique médiatique. Moi, il y a un moment vraiment où j'aurais pu prospérer, mais alors terriblement, sur le côté jeune écrivain de gauche. C'était hyper payant pour moi, je serais 3 fois plus riche que je ne le suis maintenant, je vendrais beaucoup plus de livres, je serais beaucoup plus connu. Et vraiment, la case, elle était faite pour moi, elle m'a tendu, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point vraiment c'était très très facile, parce qu'à ce moment-là, dès que vous êtes étiqueté comme écrivain de gauche, ou réactionnaire, ou ceci, ou cela, ou anarchiste, machin, c'est bon. Vous êtes répertorié, c'est à ça que fonctionnent beaucoup les journalistes, je dirais, dans une certaine sphère médiatique. Et là, c'est très très payant. Et vous pouvez aller sur un plateau du grand journal de Canal+ et dire « Vive la lutte des classes », personne ne vous en voudra. On vous en voudra de rien dire. Ça c'est très gênant pour les médias, de ne pas avoir d'avis, d'être nuancé, d'être complexe, d'être un peu so-so. Par contre, si moi j'arrive sur un plateau de télé et je dis fuck la bourgeoisie, à bas le libéralisme et vive l'anarchie, mais les mecs ils vont me réinviter mais le lendemain dans une autre émission pour que je redise la même chose. C'est plus compliqué que... j'aurais dit comme vous, moi, il y a 15 ans, hein, mais à l'aune de cette expérience-là, je pense qu'on est pas là. Ce qui fait prospérer d'ailleurs beaucoup les réacs, les fameux mecs qui sont décomplexés et il n'y a plus de tabou, comme Zemmour ou autres. C'est pas tant que les journalistes sont particulièrement d'extrême droite et qui sont zémoriens, mais c'est qu'ils adorent cette parole-là, c'est bien, c'est cash, c'est clair, on sait qu'à un moment, il va dire du mal des Arabes, enfin c'est bien, quoi. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche plutôt. Allez, on va... Un micro-mot juste pour ironiser sur le fait qu'on est très pressé, et pour aller dans ce sens-là, il y a un philosophe fabuleux qui s'appelait Jacques Derrida, qui a toujours refusé les interviews à la télévision, parce qu'il disait justement « Bien sûr que je viens, si vous me donnez 3-4 heures. » Bien.